Alors, on va commencer. Aujourd'hui, donc, on va parler de la DSN événementielle et du tableau de bord. Donc, aujourd'hui, la DSN, le signalement d'événements, c'est quelque chose qui vous parle peut-être un peu plus. Alors, pour certains, plus que d'autres. On va échanger. Je regarderai de toute façon le fil de discussion à la fin. Si vous voulez m'interrompre parce que vous ne m'entendez pas ou parce qu'il y a vraiment une question qui vous interpelle et dont vous voulez qu'on traite ensemble, c'est ouvert. On n'est pas sur juste un monologue. Moi, je préfère qu'on en discute. C'est beaucoup plus agréable et ça peut apporter aussi beaucoup d'informations à tous les autres participants également. Donc, on va voir, ça va se dérouler en 3 points, les généralités concernant la DSN, les signalements d'événements et donc, du coup, le tableau de bord. Donc, les généralités. Donc, la DSN, elle repose sur une transmission unique, mensuelle et dématérialisée. Ce sont des données issues de votre paye et également des données que vous envoyez par le biais de signalements d'événements. Donc, la DSN véhicule des informations liées à la vie de votre salarié. Donc, ça peut effectivement toucher au contrat de travail, au salaire perçu, aux primes et aux arrêts de travail, bien sûr, et ça, on va le voir dans un second temps. Bon, je vous ai mis, mais ça, vous le savez tous, de façon personnelle également, puisque le PASS est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et permet donc de communiquer les taux à appliquer aux salariés et de transmettre les données à la DGFiP. Alors, dans les généralités, on va voir quelles sont les données contenues dans la DSN. Alors, la DSN contient les données de l'AP, telles que le montant des salaires, des cotisations, les numéros de sécurité sociale de vos salariés et encore le numéro SIRET de vos établissements. Donc, elle repose sur 2 types de transmission aujourd'hui. La transmission de la DSN mensuelle, donc une fois par mois, où là, on va retrouver... Alors, je vous demande de couper vos micros, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression qu'il y a un micro peut-être ouvert. Excusez-moi. C'est juste pour le bien-être d'écoute de tout le monde. Donc, cette DSN mensuelle contient donc votre identification en tant qu'employeur, l'identification du salarié et les caractéristiques du contrat de travail, l'emploi exercé, le montant du salaire. Et puis, il y a la DSN événementielle que vous transmettez, comme l'arrêt de travail, la fin de contrat de travail ou la reprise anticipée. Alors, comment la transmettre aujourd'hui? Vous avez deux façons. Soit c'est vous-même en tant qu'employeur qui avez la main dessus et vous transmettez vos DSN mensuels et événementiels, les signalements d'événements via votre logiciel de paie qui est compatible aux normes attendues par la DSN. Ou soit vous, en tant qu'employeur, vous nommez un cabinet comptable, un cabinet expert dans la transmission de cette déclaration sociale nominative. Et ensuite, le calendrier DSN, il se compose d'une transmission mensuelle le 5 ou le 15, suivant vos échéances de paiement des cotisations URSSAF. Et puis, pour la DSN événementielle, le signalement d'événement, on vous demande de le faire dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'événement. On continue sur les généralités. Alors, on est bien d'accord que vous, en tant qu'employeur ou cabinet comptable, vous avez d'un côté vos DSN mensuels qui contiennent les données de la paye, des informations salariales sur l'identité de vos salariés, leur numéro d'immatriculation et le montant des salaires. De l'autre côté, vous avez vos signalements d'arrêt lorsque votre salarié se met ou est arrêté médicalement. Ces 2 données vont se rejoindre et la rencontre de ces deux données, de ces 2 côtés de la DSN, permet l'élaboration d'une attestation de salaire, comme vous la connaissez lorsque vous transmettez une DSIJ, comme on appelle une attestation de salaire, bien-être entreprise. C'est le même format, la même reconstitution, sauf qu'en bas de l'attestation, le signataire, vous apparaissez comme signataire, mais on voit que le flux vient de la DSN, c'est tout. Et cette rencontre donc, de données et cette attestation de salaire permettent à mes collègues le traitement et le paiement des indemnités journalières.
Alors, pour un bon signalement, il faut un historique suffisant de DSN mensuel. Donc ça, peut-être que vous le savez déjà, c'est du vu et revu, mais peut-être qu'aujourd'hui aussi, on a des participants novices dans le signalement d'événements, et donc il est important de le souligner. Voilà. Donc, pour les nouveaux embauchés, il faudra 1 mois de saisie de DSN mensuel. Pour les arrêts maladie, maternité, paternité, il faut 3 mois de saisie de DSN mensuel. Et puis, pour les arrêts, mettons, en accident de travail ou maladie professionnelle, nous vous demandons 12 mois de saisie mensuelle pour pouvoir transmettre une DSN et un signalement d'événement pour un arrêt de travail dans ce risque professionnel-là. Alors, pour rappel, donc on vous a mis un petit schéma pour que ce soit bien clair, voilà, bien établi. Donc, je vous laisse le découvrir. Mais pour rappel, on vous dit que le temps partiel thérapeutique n'entre toujours pas dans le dispositif DSN. Alors, il est prévu pour 2022, mais on ne nous a pas donné du coup le trimestre. Alors, ça peut être en courant de l'année. On espère toujours que le calendrier soit tenu. Pour le moment, le temps partiel thérapeutique, on vous demande de le transmettre via Net Entreprise par le biais de la DSIJ. On continue pour un bon signalement, toujours, avant de rentrer dans le détail du signalement d'arrêt. Il faut quoi? Il faut un bon paramétrage au niveau des RIB et un bon paramétrage au niveau de vos numéros SIRET. Donc, il faut déjà que vous ayez un logiciel de paie compatible avec les normes attendues par la déclaration sociale nominative. Mais bon, ça, en général, tous les logiciels aujourd'hui qui se proposent à vous sont équipés pour. Donc, vous allez avoir des DSN mensuels, toutes les données qui sont issues de votre paye, et puis tous les signalements d'arrêt. Donc, pour le paramétrage du RIB, donc, on va voir comment ça se passe au niveau de vos coordonnées bancaires. Alors, vous n'avez plus donc à joindre de RIB à l'adresse mail DSNPJ que vous connaissez et qu'on verra à la fin pour les pièces jointes lors du signalement d'arrêt. Vous pouvez d'ores et déjà l'enregistrer. Ce sera un élément qui va ressortir lorsque vous transmettrez votre signalement d'événement. D'accord? Donc, il faut bien vérifier cependant que vos coordonnées bancaires soient celles que vous voulez enregistrer pour le versement du paiement des indemnités journalières. Alors, comment on le vérifie? Le cas numéro 1, elles n'apparaissent pas dans la rubrique banque, donc il faut les saisir manuellement. Il faut bien faire attention à choisir le bon RIB, surtout. Parce qu'une fois que le paiement est fait, on ne peut pas revenir en arrière pour changer de compte bancaire. À moins que vraiment ce compte bancaire-là soit fermé et que la somme nous revienne en réimputé. À ce moment-là, notre comptabilité fait le nécessaire. Si par cas, vous vous trompez de RIB et que ce paiement d'indemnité journalière part sur un RIB qui n'est pas destiné à ce dispositif-là, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, soyez vigilants. Bon, le cas le plus fréquent, les coordonnées bancaires sont celles du compte que vous utilisez pour faire le versement des prestations de l'assurance maladie. C'est le cas numéro 2. Donc là, pas d'action à faire. Alors, le cas numéro 3, les coordonnées bancaires sont celles du compte que vous utilisez pour le prélèvement de vos cotisations URSSAF, par exemple. Vous vérifiez auprès de votre éditeur de logiciel que vous pouvez saisir à cet emplacement plusieurs IBAN, plusieurs RIB. D'accord? Comme ça, vous aurez le moyen de choisir sur lequel vous voulez que les versations de l'assurance maladie soient versées. Et c'est le cas numéro 4. Donc, vous utilisez plusieurs RIB dans votre logiciel de paie. Et le remplissage des coordonnées bancaires se fait par une sélection de coordonnées IBAN proposées depuis votre menu déroulant. À ce moment-là, veillez bien, surtout, à choisir le bon RIB. Dans les généralités, on a aussi le bilan d'identification des salariés, ce qu'on appelle le BIS. Donc, c'est un contrôle que vous pourrez réaliser sur l'ensemble des données de l'identité de vos salariés.
sur leur numéro d'immatriculation, leur nom, leur prénom, le date et lieu de naissance, département de naissance et le pays de naissance. Donc, à l'issue de ce traitement, le dispositif DSN vous met ensuite à disposition sur votre tableau de bord le bilan d'identification des personnes présentes dans vos déclarations. Alors, vous l'avez ici, hein, vous avez ici accédé au bilan de traitement et donc dans ce bloc 30, vous pouvez accéder au bilan du traitement. Ce qui vous donne de la lecture donc, du BIS, un contrôle de l'identité des salariés, donc une réussite du traitement, ça veut dire que les données qui sont transmises en DSN sont les mêmes que celles présentes dans le référentiel de nous, assurance maladie, dans le système national de la gestion des identifiants. Si vous avez un salarié qui est reconnu dans ce système, mais avec des divergences, le dispositif DSN vous propose des éléments de correction par rapport, mettons, à une erreur sur le prénom. Un prénom où vous allez mettre juste Stéphanie dans l'exemple ici présent. Le système va vous présenter Stéphanie Claire-Marie parce qu'il voudra que la saisie soit identique à ce que nous avons enregistré sur nos bases. Et une anomalie non bloquante non plus, le salarié n'est pas reconnu. C'est le cas notamment pour les numéros techniques temporaires qu'on va voir un peu plus bas, ou les numéros d'immatriculation qui ne sont pas corrects. Donc, dans ce cas-là, vous devez, vous, employeur ou cabinet comptable, vous rapprocher du salarié et lui demander une attestation de droit qu'il peut se procurer sur amélie.fr, par exemple, pour qu'il vous justifie de son bon numéro d'immatriculation et de l'enregistrement sur nos bases, pour que ce soit cohérent. Donc, le numéro technique temporaire qui s'utilise pour la DSN mensuelle, mais il ne s'utilise pas pour les DSN événementiels. Donc, ça sert lorsqu'un numéro d'immatriculation est en cours de réalisation, en cours d'enregistrement, pour les salariés dont le numéro ne débute pas par 1 ou par 2. Donc, vous le connaissez certainement, il doit être conforme à la longueur du champ prévu dans le cahier des charges, dans le cahier technique, donc entre 11 et 40 caractères. Il doit commencer par 1 ou par 2, selon le sexe du salarié, donc 1 pour les hommes, 2 pour les femmes, être suivi de votre numéro sirène, enfin le numéro sirène de l'entreprise, sinon, et d'un identifiant unique et pérenne du salarié, qui sera donné par vous-même. Donc, ce numéro technique temporaire concerne un seul salarié et non pas toute une famille, bien sûr. Et ensuite, lorsque le numéro définitif est donné par l'assurance maladie, il doit être absolument remplacé dans vos bases par donc, le numéro définitif et le numéro d'immatriculation sociale. Donc, sur les généralités, c'est à peu près ce qu'il faut voir sur les paramétrages de votre logiciel de paie. En général, sachez que nous sommes en relais entre les caisses primaires et vous-même. On essaie de vous accompagner et d'être le plus présent dans nos fonctions. Par contre, on n'a pas du tout la visu et la main sur vos logiciels de paie. Et nous ne sommes pas forcément qualifiés pour répondre au paramétrage qui pourrait peut-être présenter des dysfonctionnements par rapport aux normes attendues du dispositif de la déclaration sociale nominative. Donc à ce moment-là, ce n'est pas qu'on évite le problème. Quand on vous demande de vous rapprocher de votre éditeur, ça veut dire que seul lui peut corriger des paramètres qui ne pourraient pas être bons. On le verra dans les signalements, mettons par exemple pour la subrogation. On va le voir dans ce qui va suivre. Donc, on va voir sur les signalements un petit peu ce que nous attendons en tant que caisse primaire de vous. Alors, on va faire par le point de départ. Le point de départ, c'est l'envoi de l'arrêt de travail. Ça part un petit peu de là. Donc, les délais d'envoi de l'avis d'arrêt de travail. Votre salarié doit obligatoirement, dans un délai de 48 heures suivant la date de début de son arrêt de travail initial ou de la prolongation d'arrêt, envoyer les volets 1 et 2 à la CPAM dont il dépend et vous adresser le volet 3. C'est extrêmement important.
Alors, aujourd'hui, on prône effectivement la dématérialisation de l'arrêt de travail, ce qui signifie que les volets 1 et 2, normalement, sont télétransmis par le médecin qui établit l'arrêt de travail. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de délai, si tout va bien. Mais le volet 3, il faut absolument qu'il vous le communique. Et ça, ce volet 3 employeur, lorsqu'il y a une dématérialisation de l'arrêt de travail, est donné par le médecin. C'est le seul volet matérialisé, on va dire, le volet papier, que le médecin transmet au salarié. À ce moment-là, votre salarié doit effectivement vous le transmettre à vous en tant qu'employeur pour justifier de son absence, bien sûr. Et vous, en tant qu'employeur, je précise, lorsque vous avez un cabinet comptable, lorsque vous avez désigné un cabinet comptable qui s'occupe de la gestion de tous les arrêts de travail de vos salariés, vous devez absolument lui communiquer cet arrêt de travail, alors par fax, par mail, par tous les moyens que vous établissez avec lui, afin que le cabinet comptable puisse transmettre l'ADSN événementiel qui doit suivre pour le paiement des indemnités journalières. Alors, on vous précise quand même qu'en cas de non-respect de ce délai, l'assuré est passible donc des sanctions suivantes. On vous a mis un petit peu les 3 cas possibles. On vous les précise en tant qu'employeur, puisque ces sanctions sont valables même en cas de subrogation. Ça veut dire que si votre salarié a son salaire maintenu, mais qu'il n'envoie pas en temps et en heure les volets 1 et 2 à la CPM, les sanctions seront les mêmes, même s'il s'agit de subrogation. On vous précise également, puisque moi j'en reçois de temps en temps, et je comprends que le volet 3 n'est pas recevable par nos services administratifs, puisque nous avons besoin de connaître la pathologie. Alors, pas nous, le service administratif, mais le service médical qui enregistre les volets 1 et 2 se doit de connaître la pathologie dont souffre votre salarié qui est en arrêt. Donc, pour les 3 sanctions possibles, on vous a pris un exemple donc, du 1er au 31 janvier pour une période de 1 mois d'arrêt de travail. Donc, si l'arrêt de travail nous parvient à partir du 4 janvier, c'est-à-dire au-delà des 48 heures, entre le 4 janvier et le 31 janvier. Donc, si c'est un premier constat de retard et que votre salarié fait cette erreur pour la première fois et oublie, ou si on ne l'a pas pour la première fois, c'est juste un courrier d'avertissement qui lui est adressé. Si c'est un deuxième retard, à ce moment-là, le versement des indemnités journalières est réduit de 50% sur cette période-là. Et par contre, si votre salarié nous envoie l'arrêt de travail au-delà du 31 janvier, à ce moment-là, c'est une sanction à 100% des indemnités journalières. Votre salarié est de toute façon tenu, informé de cette démarche. Alors, le signalement en arrêt maladie se passe dans le bloc 60 avec le motif de l'arrêt. Donc, dans tous les blocs précédents, vous avez des informations que vous allez alimenter mensuellement, on va dire. Donc, les heures réelles travaillées, les primes reçues, les éléments de rémunération. Tous ces blocs vont être alimentés par vos soins mensuellement. Et lorsqu'il y aura un arrêt de travail donné par votre salarié, vous ferez donc un signalement d'arrêt et vous irez dans ce bloc 60 où vous pourrez alimenter le motif de l'arrêt, la date du dernier jour de travail, la date d'arrêt, la date de début de l'arrêt et la date prévisionnelle de fin d'arrêt, pas la date de reprise, la date prévisionnelle, et les dates de subrogation. Alors, je vous ai un petit peu mis que l'assurance maladie n'a pas accès au DSN mensuel parce que souvent on nous dit oui, mais vous voyez bien que il y a ce salaire-là. Non, nous, on ne voit rien. En fait, on n'a pas accès, et heureusement, à tous les salaires mensuellement de tous vos salariés. Par contre, on peut vous envoyer le reflet de la reconstitution de l'attestation de salaire pour voir quel salaire a été sélectionné par votre logiciel. Je m'explique, lorsque vous allez alimenter le motif de l'arrêt, donc maladie, maternité, mais le dernier jour de travail, ce dernier jour de travail va être essentiel pour prendre
les 3 salaires de référence, par exemple dans le cadre d'un arrêt maladie. Et lorsque vous ne serez pas forcément d'accord avec l'indemnité journalière versée, trop importante ou pas assez, nous pourrons vous envoyer, si besoin, le reflet de la reconstitution de la DSN événementielle pour voir ce que votre logiciel a sélectionné comme salaire. Et à ce moment-là, vous pouvez identifier peut-être un problème dans votre logiciel, dans votre paramétrage que vous pouvez résoudre avec votre éditeur, par exemple. Alors, les rubriques à saisir. Vous avez bien sûr le motif de l'arrêt, comme on a vu. Donc, 0,1 maladie, je crois 0,2 c'est paternité. Bon, vous avez plusieurs menus, vous avez plusieurs menus déroulants, notamment donc le 0,1, c'est le code 0,1, c'est le code maladie. La date du dernier jour de travail. Alors, indiquer la date du dernier jour de travail, ça sert de point de départ à l'indemnisation, effectivement. Et toute journée de travail commencée n'est pas due par la CPAM, par l'assurance maladie. Toute journée de travail commencée est due théoriquement par vous-même, par l'employeur. Donc, votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour travaillé, c'est la veille. Et votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail, c'est le jour de l'arrêt. Je m'explique, je fais une petite parenthèse sur le dernier jour de travail. Votre salarié est absent le lundi 15 février au matin pour raison de maladie. Le dernier jour travaillé sera donc le dimanche 14 février, même si c'est un jour qu'il ne travaille habituellement pas. Ça peut surprendre, mais ce sont les règles en matière de dernier jour de travail. Par contre, si votre salarié a commencé sa journée le 15 février et que son médecin lui prescrit un arrêt à partir du 15 février, car il va le voir à midi, 15h, 14h, et il lui prescrit ce même jour-là, le dernier jour de travail sera le 15 février. Je reviens donc sur la date de fin prévisionnelle. On vous dit donc d'indiquer la date de fin prévisionnelle qui correspond au dernier jour prescrit sur l'arrêt de travail. C'est prévisionnel. Ça veut dire que ça, c'est une date qui alimente, vous, votre dispositif DSN, mais qui n'est pas renseigné pour nous forcément. D'accord ? On vous rappelle en même temps que les prolongations d'arrêt de travail qui suivent donc le début des arrêts, avec le motif de l'arrêt, date du dernier jour de travail, lorsque vous recevez une prolongation, il n'y a aucun événement à nous signaler, aucune attestation à nous faire. La prolongation est enregistrée dans nos bases. S'il n'y a pas de reprise entre les deux, le paiement de la prolongation va se faire avec l'attestation de base, avec les éléments qu'on a saisis à la base. D'accord ? Et ensuite, donc, la date de reprise de travail. Donc, si votre salarié a repris un arrêt assez court lors de l'établissement de l'arrêt de travail, vous indiquez la date de reprise réelle et l'arrêt de travail, le paiement de l'arrêt de travail sera borné à cette date de reprise de travail. Sinon, vous ne l'alimentez pas. Et par contre, vous allez l'alimenter, cette date de reprise de travail, dans votre logiciel. Elle alimente votre DSN mensuel. Pourquoi ? Lorsque votre salarié va reprendre son travail, il ne faut pas forcément nous le signaler, il ne faut pas du tout nous le signaler d'ailleurs, sauf si c'est une reprise anticipée. Parce que nous, tant qu'on ne reçoit plus de prolongation, le paiement donc, va se stopper naturellement. Par contre, vous, dans votre logiciel de paie, vous devez alimenter cette date de reprise afin de stopper l'élaboration éventuelle d'une attestation de salaire au-delà de 6 mois. On a reçu et on a encore certains logiciels qui nous envoient à tort des attestations de salaire pour des arrêts de plus de 6 mois alors que l'arrêt de travail est terminé depuis 3-4 mois. Donc, on n'en tient pas compte, ce n'est pas le souci, mais ça fait perdre du temps, on va dire, à tout le monde et ça peut nous induire en erreur également. Le signalement en arrêt maternité. Alors, votre salarié a un enfant, tout se passe bien, elle prend juste son congé maternité légal, prénatal, postnatal. À ce moment-là, vous réalisez un signalement d'arrêt au risque maternité avec une dernière jour de travail à la veille du congé prénatal
Et puis, toute la durée de l'arrêt, c'est un paiement qui est informatisé tous les 14 jours, pas de souci. Mais votre salarié peut bénéficier également d'un congé pathologique et s'il y a des petits problèmes liés à son temps de grossesse, à ce moment-là, elle peut bénéficier d'un arrêt maladie. À ce moment-là, on parle de changement de risque, c'est-à-dire qu'il va y avoir un enchaînement d'arrêts de travail qui ne vont pas solliciter le même risque. Donc, on va avoir un risque maladie, ensuite de la maternité, dans l'exemple qu'on a pris ici. De nouveau, un arrêt maladie, et puis le congé maternité légal que nous enregistrons en CPM, en assurance maladie. Donc, vous allez avoir des codes différents, hein, comme on a vu, vous allez aller dans le bloc 60, mais les codes que vous allez choisir ne sont pas les mêmes. Donc, à ce moment-là, vous aurez à chaque fois un signalement d'arrêt à transmettre. Pour le départ, vous avez un arrêt maladie, mettons du 15 mai au 25 mai. Alors, on va prendre le dernier jour du travail, le 14 mai. Et ce dernier jour de travail, 14 mai, va être pour les 3 autres attestations à suivre le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reprise de travail pour votre salarié pendant toute cette période-là. Donc, il n'y a pas de raison de changer ce dernier jour de travail. Les salaires de référence seront toujours les mêmes. On vous demande un signalement d'arrêt de travail puisque le risque n'est pas le même. Et la notion de subrogation peut être différente, c'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur ou cabinet comptable qui avez des directives précises, vous pouvez avoir donc un maintien de salaire pour la maladie, mais un maintien de salaire qui ne sera pas effectué pour le code maternité ou paternité, par exemple. Donc, en cas de changement de risque, maladie-maternité, il faut clôturer le signalement précédent dans votre DSN mensuel précédent avant d'en réaliser un nouveau, en indiquant comme date de reprise la date du dernier jour du précédent arrêt. Alors, je m'explique. Vous avez un arrêt maladie du 15 mai au 25 mai dans l'exemple ici. Donc, dernier jour de travail, 14 mai. Vous transmettez une DSN événementielle au risque maladie avec donc les février, mars, avril comme salaire de référence, des salaires bruts. Le paiement se fait. On va avant, quand vous allez transmettre la DSN événementielle au risque maternité pour la période du 26 mai au 8 juin, les 14 jours pathologiques qui ne sont plus juxtaposés forcément au congé maternité légal de la CPM de Bayonne, par exemple, ou d'autres CPM. Vous allez donc mettre une date de reprise, clôturer l'autre signalement au 25 mai. Le dernier jour de travail pour la DSN événementielle, pour la période du 26 mai au 8 juin en maternité, sera quand même le 14 mai, mais le signalement précédent sera clôturé. Et on partira sur un paiement en maternité. Et de nouveau, la même chose pour l'arrêt maladie du 9 juin au 22 juin. Alors oui, il y a une carence qui est appliquée, bien entendu, puisqu'on repart sur de l'arrêt maladie. Et ensuite, un congé maternité qui prend le relais à partir du 23 juin dans l'exemple. Et là, effectivement, il n'y a pas de carence puisque c'est de la maternité. Le signalement en arrêt paternité. Alors là, c'est pareil, c'est donc maternité en 2. Nous avons de la paternité en code 03, accueil de l'enfant. Donc, comme vous le savez, depuis le 1er juillet, 2021, le signalement en arrêt paternité a été un petit peu modifié. On vous demande, en plus donc, du signalement d'événement, d'envoyer l'acte de naissance et l'imprimé du formulaire de transmission des périodes de fractionnement des périodes du congé paternité. Ce congé paternité a été allongé. Hein, il y a 7 jours obligatoires à prendre au moment de la naissance de l'enfant. Et puis après, il y a 21 jours de plus pour la naissance d'un enfant. Et puis 28 jours pour des naissances multiples que vous pouvez fractionner. Donc, toutes ces pièces-là s'envoient sur dsnpj.cpm- donc Bayonne ou Pau ou Mont-de-Marsan ou Bordeaux, voilà, suivant la caisse primaire de rattachement de votre salarié. Pour le congé paternité, il faut absolument que ce tableau de fractionnement
parvienne en même temps que l'acte de naissance et éventuellement le même jour que votre signalement d'événement en paternité. Alors, si votre salarié prend tout d'un bloc, tous les jours, bon, dans ce cas-là, votre tableau de fractionnement, il fait mention des 3 plus 4 obligatoires, d'accord? Et ensuite, les 21 jours pour la naissance d'un seul enfant unique, 21 jours qui vont se suivre, d'accord? Si votre salarié espace et puis 2 mois après prend 10 jours, donc il prend 10 jours sur la période numéro 2 et puis il prend 10 autres jours plus tard. À ce moment-là, il faut nous renvoyer effectivement ce tableau de fractionnement avec l'autre période qui correspond à la deuxième partie de son arrêt de travail. Et à ce moment-là, avec un signalement d'événement également, puisque le dernier jour de travail sera différent. D'accord? On a aussi donc le signalement d'arrêt avec un salaire rétabli. Il peut arriver que votre salarié n'ait pas réalisé tout son temps de travail complet dans un mois qui va servir de référence. Un mois de référence pour un salaire de référence pour le paiement d'indemnité journalière. Dans le cas donc, où les absences ou l'absence est autorisée, la législation en arrêt en matière d'assurance maladie prévoit de protéger votre salarié. Donc, on rétablit le salaire. À ce moment-là, c'est dans le bloc 51. C'est un bloc concernant la saisie des salaires. Votre salaire rétabli c'est un salaire reconstitué que votre logiciel est censé aller chercher lorsque vous mettez un motif d'absence. Il est censé reconstituer le salaire que nous attendons pour faire bénéficier les indemnités journalières au mieux à votre salarié ou en subrogation. Donc, le salaire rétabli, je vous l'ai mis, c'est juste le salaire brut perçu pour le travail effectué, plus la part du salaire du fait de l'absence autorisée. Et ça reconstitue le salaire qui est attendu par nos services pour le calcul du paiement des indemnités journalières. On a fait le tour à peu près sur tout ce qui était généralité sur la DSN événementielle, la DSN déjà, et le dispositif DSN, et la DSN événementielle sur son signalement. On pourra voir s'il y a des questions sur la fin, ou oralement, ou par écrit, si vous voulez les transmettre. On va parler du tableau de bord, élément essentiel pour le contrôle de vos bonnes transmissions. Alors, la connexion au tableau de bord. Le tableau de bord, d'abord, c'est un élément essentiel pour s'assurer du bon déroulement des opérations pour le dépôt de vos DSN mensuels et pour le dépôt des DSN événementiels du signalement d'arrêt, ce qui nous concerne à nous aujourd'hui. Donc, accessible ce tableau de bord via NetEntreprise, comme je vous l'ai mis ici, ou via votre logiciel de paie directement. Ces fonctions, il y en a 4. Il vous permet de consulter les informations liées au déclarant et de déposer des DSN mensuels ou événementiels. Il vous permet d'effectuer un suivi d'état des DSN mensuels et événements en fonction de ce qui est attendu, en fonction de l'échéance. C'est-à-dire à chaque organisme, il y a des attentes et cela vous permet de voir si c'est conforme. Puisqu'il vous permet de consulter les retours d'information, donc les certificats de conformité, les bilans d'anomalie et les comptes rendus métiers, les CR comme on appelle, pour l'URSSAF, le Pôle emploi, pour les DSN, les DSIJ et les organismes complémentaires. Et puis, ce tableau de bord, il vous permet aussi d'accéder aux services complémentaires proposés par tous les organismes de protection sociale dans leur intégralité. Sa consultation, donc vous vous connectez à netentreprise.fr via la rubrique DSN et vous accédez donc à vos signalements d'événements comme il est montré dans le petit 1 et vous décidez d'afficher tout ou vous sélectionnez dans le petit 2. Comment le consulter? Bien, vous allez dans vos signalements d'événements en ce qui nous concerne, pour toujours pareil.
Et vous notez, vous pouvez réduire au niveau des dates de votre champ de recherche. Vous pouvez rechercher, mettons, du 1er février, bon, dans cet exemple 2019, au 16 mars 2019. Vous ne touchez pas, par contre, au 0, au 00, enfin aux heures. Dans la nature, vous mettez arrêt de travail et vous tapez rechercher. Ce qui vous donne les signalements d'événements rejetés et les signalements d'événements conformes. À ce moment-là, vous pouvez donc regarder ce qui est passé, ce qui a été bien transmis en cliquant sur la petite loupe ici. Cette consultation donc, vous permet de cliquer sur la loupe. Vous allez retrouver tous les détails de ce que vous transmettez vous. Donc, on voit bien que ce sont des signalements d'événements avec la date ici de nouveau qui apparaît sur la période de recherche. Donc, vous êtes sur votre numéro sirène qui est masqué ici, et votre numéro SIRET. Vous pouvez, si vous avez plusieurs entreprises, filtrer et voir si ça a bien été attribué au bon numéro SIRET qui est concerné par l'arrêt de votre salarié. Donc, vous cliquez sur cette loupe et cela vous donne donc l'accès au certificat de conformité et réussite ou pas du traitement. Donc là, dans cet exemple-là, on voit que la préparation des données destinées à la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, est une réussite. Donc, l'attestation a pu se reconstituer. Et vous pouvez donc accéder au bilan de traitement. Mais vous pouvez avoir aussi un bilan KO suite à la consultation de ce traitement. Ce bilan KO vous dit par exemple que le DJT n'est pas le bon. Apparemment, dans cet exemple, le dernier jour de travail ne semble pas en adéquation avec la date de début de la prescription d'arrêt. À ce moment-là, vous recevez un compte rendu métier. Il faut être très vigilant parce que vous les recevez par mail. Ces comptes rendus métiers, qui sont sous la forme ici, là, comme on vous le montre là, vous donne effectivement le motif du rejet et de ce qui n'est pas bien passé dans votre DSN événementiel. Soyez très vigilant dans votre net entreprise, dans vos connexions, que votre adresse mail soit la bonne pour que nous puissions échanger justement sur ces comptes rendus. Dans le visuel du tableau de bord, dans sa généralité, vous avez des informations qui concernent vous, en tant que déclarant. Ensuite, vous avez des informations qui concernent les dépôts effectués. Ensuite, en troisième, ici, là, vous avez donc le suivi de vos DSN mensuels et signalements en fonction de ce qui est attendu par l'échéance, par ce qu'on vous disait, par les organismes. Ensuite, vous pouvez donc ici déposer vos DSN mensuels ou événementiels. Et ici, vous consultez les services complémentaires mis à disposition pour chaque organisme concerné. C'est ici même que, par rapport à la CNAM, vous pouvez accéder à vos bordereaux de paiement d'indemnité journalière lorsque vous pratiquez la subrogation. Donc, les 4 étapes majeures, vous vérifiez le statut du dépôt, fichier en pré-contrôle, fichier en cours de traitement, fichier contrôlé, fichier invalide. Vous consultez les événements, les éventuels bilans d'anomalie. Vous pouvez consulter les certificats de conformité ou vous consultez aussi les comptes rendus métiers mis à disposition par les organismes. Alors là, vous avez donc on a fait le tour de la question. J'espère que ça vous a apporté quelques indications, que ceux pour qui le dispositif est déjà connu, je pense que ça va peut-être vous renseigner un petit peu plus ou ça vous rafraîchit sur certaines données. Vous trouverez sur cette page les numéros utiles, la plateforme employeur, les sites utiles sur lesquels vous pouvez tout consulter et les contacts locaux avec mes collègues Géraldine et Elisabeth Poutz et Géraldine Etchessar qui sont à votre écoute également sur Pau. Elisabeth Poutz et Géraldine Etchessar qui vous proposeront jeudi à 10h30, pareil, un webinaire sur la DSN événementielle et sur le tableau de bord également. Ici, je vous rappelle des bons réflexes
avant de contacter notre plateforme employeur. Alors, non pas qu'ils ne veulent pas avoir vos appels forcément, mais préparez en fait votre appel en amont pour pouvoir déterminer la raison et le problème par rapport à votre appel. Et là, c'est une page où je vous informe que mardi et jeudi prochain, je vous propose, ainsi que mes 2 collègues de Pau, 2 webinaires qui n'étaient pas prévus à la base, mais vu les conditions depuis le début d'année, la Caisse nationale et en région nous a demandé de vous proposer un webinaire, on va dire flash spécial Covid en entreprise. La durée sera à peu près d'un quart d'heure, 20 minutes sur la présentation avec, on laissera 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses, bien entendu, où vous seront proposées la thématique du Covid-19 et la gestion en entreprise avec quoi faire en cas de cas positif, cas contact, parents de cas contact ou de cas positifs, en fonction de l'âge aussi des enfants. Voilà, tous ces thèmes-là seront abordés. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 10h30. Donc, vous avez les informations également qui vous sont données sur notre site Amélie, rubrique employeur, entreprise. Et vous aurez ici, là, donc, la possibilité de vous connecter avec les codes qui vous sont donnés. Pas besoin de vous inscrire cette fois-ci. Vous avez des codes à disposition et vous pouvez participer à cette réunion d'information qui pourra peut-être vous aider sur la gestion des cas Covid au sein de votre entreprise. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des questions. Parfait, c'est bon pour moi également. Voilà. Donc, je vous demande de me donner en message direct, c'est-à-dire vous pouvez m'adresser, si ce n'est déjà fait, votre adresse mail et votre numéro SIRET afin que moi, je puisse vous envoyer ce webinaire-là qui vous a été présenté et pouvoir vous contacter si besoin. Donc, je vous invite en message à Joëlle Colombani, vous me donnez votre adresse mail et votre numéro SIRET et je vous envoie en retour ce webinaire-là. Et vous aurez donc du coup comme ça les codes de connexion pour mardi et jeudi prochain si ce flash spécial Covid en entreprise vous intéresse bien entendu. Là, j'ai toutes vos coordonnées. Parfait. Vous continuez à me les envoyer. C'est super. OK. Ça me permet de voir... super. Ça me permet de voir un petit peu... voilà, qui a participé. Et n'hésitez pas aussi à me mettre des thèmes qui vous aimeriez qu'on aborde, nous en tant que CPM, si vous rencontrez des problématiques spéciales. Et voilà, je vous enverrai également une enquête de satisfaction pour savoir si ce webinaire-là vous a aidé. Donc là, nous adresser le lien du webinaire. Ouais. Alors, le lien, oui, je vais vous envoyer par mail, mais vous retrouvez toutes les informations sur Amélie et .fr, rubrique entreprise actualité, et vous verrez que vous aurez le lien aussi. Nous adresser le lien, ouais, pas de souci. Nous avons des cas particuliers, nous comptons sur la question-réponse. Merci beaucoup. Alors oui, je vais essayer, très franchement, on va se revoir donc mardi. On sera peut-être plus nombreux ou pas. On a décidé conjointement avec mes collègues de Pau, alors, je vais vous le présenter, mais elles seront aussi également présentes parce que c'est vrai que pour nous aussi, ce sont des changements hebdomadaires au niveau du dispositif Covid.
avec des cas très particuliers en entreprise, on essaiera de répondre au maximum. Sachez que si on a des cas particuliers où on ne connaît pas la réponse, on aura toujours l'occasion de demander à la plateforme Covid dans un deuxième temps, mais on essaiera de vous apporter une réponse par mail ou quelque chose le plus précisément possible. Oui, c'est une très bonne idée, le webinaire comprenant le Covid. Ça, c'est sûr, je pense que pour tout le monde. Oui, on est complètement perdu. Oui, c'est vrai que cette gestion de crise est difficile, surtout avec les attestations d'isolement, les cas contacts, le cas positif. Nous-mêmes, en tant que salariés qui sommes confrontés aussi à cette pandémie, et bien, ces cas Covid, c'est pas évident non plus pour nous. Donc c'est très bienvenu. Et c'est pour ça qu'avec mes deux collègues de Pau, on a voulu réagir assez rapidement. Alors, ça fait vraiment webinaire sur webinaire, mais on vous les propose le plus vite possible, quoi. Donc rendez-vous mardi et jeudi prochain. Je vous laisse donc me donner tous les renseignements vous concernant. Et puis, je ne manque pas de vous envoyer ce webinaire-là qu'on vient de faire ensemble et les liens de connexion pour mardi prochain et pour jeudi prochain, sans problème. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Y aura-t-il le traitement des cas des salariés étrangers n'ayant à ce jour pas de numéro de sécurité définitif? Alors, le traitement des cas des salariés étrangers pour Covid, je comprends pas. Y aura-t-il le traitement des cas? Oui, pour Covid, il n'y a pas. Alors, non, pas les salariés étrangers. J'ai pas souvenir, je ne pense pas que le cas des salariés étrangers soit évoqué. Mais je peux me renseigner d'ici là pour voir comment on procède pour les salariés qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale définitive et peut-être pas de numéro de sécurité sociale tout court. Peut-être avec des attestations médicales, on pourra peut-être rattraper les arrêts de travail qui sont pour l'instant qu'on ne peut pas enregistrer. Je peux me renseigner effectivement pour voir comment on fait dans ces cas-là. Si vous avez des salariés peuvent déclarer le fait qu'ils soient cas contact ou positif. D'accord. Écoutez, je prends note puisque voilà, la première question sera là. Alors, peut-être un numéro provisoire, mais pour ceux qui sont en cours d'immatriculation, peut-être c'est compliqué. Soit ils ont un numéro provisoire, un numéro d'immatriculation provisoire, soit si c'est en cours, je pense, à mon avis, qu'on doit enregistrer et garder les attestations médicales et on pourra de toute façon rattraper le tout, à mon avis, hein, je pense. Dès qu'ils auront une immatriculation possible, on pourra faire quelque chose. Mais je me renseigne, il n'y a pas de souci. Je pourrais apporter cette réponse. Si vous participez mardi, n'hésitez pas à me re-questionner sur ce fait. Mais j'espère pouvoir vous amener une réponse bien claire. Je vous dis donc à bientôt. On aura aussi l'occasion en février de vous proposer un webinaire sur les attestations rectificatives et le dernier jour de travail. On vous enverra de toute façon un lien et une invitation comme vous recevez tout le temps nos invitations. Donc en février, ce sera les attestations rectificatives. On vous proposera plusieurs thématiques aussi. En mars, on abordera aussi le calcul de l'indemnité journalière. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt.